Bonjour, bienvenue au 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Landau Associés pour VK. On va parler d'urbanisme et de rénovation technique tout à l'heure, mais tout de suite, les brèves de la semaine, avec en matière d'agents, la DGCL qui présente les 4 indicateurs de l'index égalité entre femmes et hommes dans la fonction publique territoriale, n'hésitez pas à voir sur ce lien, et la CEDH qui valide le fait qu'il n'était pas contraire à cette convention d'imposer de la vaccination ou une mise à l'écart pour les personnels de santé pendant la période de Covid-19. En matière de contrat, le ECP, donc le ministère, a publié un intéressant nouveau guide sur la facturation et le règlement des marchés publics de travaux. Et on sait tous combien c'est compliqué, le règlement des marchés de travaux. Urbanisme maintenant, vous savez que dans certains cas, on peut avoir une reconstruction à l'identique avec une procédure facilitée ou presque à l'identique. Dans certains cas, et dans un délai de 10 ans. Oui, mais comment je calcule mon délai de 10 ans ? Le TEA de Toulon nous dit, très bien, je le calcule le délai de 10 ans en enlevant le temps d'instruction du permis de construire, bien évidemment. C'était sa position. Quelques actualités aussi en matière de responsabilité. Vous le savez, notamment en matière électorale, on a plus de liberté pour s'exprimer et la frontière entre ce qui est diffamatoire ou pas, ou injurieux ou pas, est un peu compliquée à établir au cas par cas. Là par exemple, la Cour de cassation criminelle a admis que dire en contexte électoral que les habitants d'une commune du nord de la France ont échangé un autocrate corrompu pour un autocrate raciste au comportement de patron voyou harceleur avec les agents. Diable. Dans un certain contexte, ça peut ne pas être ni injurieux ni diffamatoire. Sortie également du pénal pour ceux qui participent à un attroupement après sommation si c'est au nom de leur liberté d'expression. Plus précisément, le juge avait censuré ces personnes un peu automatiquement pour leur participation à cet attroupement, c'est sur l'affaire Cigéo, le stockage des déchets nucléaires de Bure. Et le juge a dit, la Cour de cassation a dit non, dans ce domaine-là, vous ne pouvez pas censurer sans vérifier s'il n'y a pas une proportionnalité d'une certaine manière avec la liberté d'expression. Difficile à faire au cas par cas. Et puis, vous savez très bien que depuis le 1er janvier 2023, on a la nouvelle responsabilité des gestionnaires publics devant la Cour des comptes avec un régime important. Et donc, la sortie cette année du recueil de jurisprudence de l'année précédente, donc 2023, par les juridictions financières, essentiellement la Cour des comptes, vous avez aussi la Cour d'appel financière, etc. Ce recueil est très intéressant. On y retrouve des arrêts qu'on connaissait déjà, mais on y retrouve aussi quelques autres éléments, notamment des éléments de réquisition qui, là, sont des inédits. N'hésitez pas à voir ça sur le site de la Cour. Sanction, mais cette fois-ci électorale. Quelqu'un qui se dit, moi, je fais ma campagne électorale, mais je n'ai strictement aucune dépense. Oui, on a Saint-Pierre-et-Miquelon pour le sénatorial, donc il y a quelques personnes à aller voir. Mais qui, du coup, ne crée pas de compte bancaire à cet effet, même s'il a un compte de campagne à 0, cette personne, en l'occurrence l'ancienne ministre Jardin, doit avoir un compte de campagne et, en amont de ce compte de campagne, un compte en banque. Sinon, annulation de l'élection, inéligibilité d'un an. Et élection toujours, mais au perchoir, à la présidence de l'Assemblée nationale, confirmation de ce qu'on savait, c'est une jurisprudence constante et le droit est clair là-dessus. Non, il n'y a pas de juge, ni le Conseil d'État, ni le Conseil constitutionnel ne sont compétents pour statuer sur cette élection. On pourrait changer nos textes pour le permettre, mais en l'état de nos textes, non. Mouvement institutionnel, constitutionnel également sur l'actualité de cette semaine et de la semaine précédente sur la procédure dite de destitution du président de la République. Au nom de l'article 68, on va rappeler que l'Assemblée nationale a commencé à examiner cette fameuse proposition 178 des Insoumis. On va rappeler que les conditions sur le fond comme sur les votes sont tout à fait drastiques. Je vous les ai mises à l'écran. En matière d'enfance-jeunesse, assez grosse actualité, avec une circulaire de la CAF qui nous dit beaucoup de choses sur la future expérimentation des lieux dits d'accueil enfants-parents. Et puis, on a le programme 2024-2025 d'orientation nationale d'inspection de contrôle pour tout ce qui est enfance, jeunesse et éducation. Et une autre circulaire, une des dernières du gouvernement Attal, la dernière apparemment, sur le renforcement de la lutte contre le harcèlement scolaire.
Toujours une idée de responsabilité, mais en matière de voirie cette fois-ci. Il y avait eu déjà, le 24 octobre 2023, un arrêt du Conseil d'État qui semblait censurer les coussins berlinois ou autres ralentisseurs au sol, quand en tout cas ils ne respectent pas l'annexe au décret du 27 mai 1994. On avait ensuite un arrêt de CA qui était un petit peu discuté, mais le Théâtre Toulon, par exemple, vient de nouveau de censurer et d'imposer le retrait des ouvrages quand ceux-ci ne respectent pas le décret de 1994. Donc sur vos voiries, attention, il est très possible, je ne parle pas des chicanes, mais que certains coussins berlinois ou autres systèmes traversants ne respectent pas ce décret, et pourtant ils sont vendus. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Abordons notre grand dossier urbanisme et rénovation thermique, règles et conseils opérationnels. C'est un domaine qui est assez compliqué, pour lesquels il y a des subtilités qui parfois peuvent être délicates, notamment quand on est sur le surplomb du domaine public. J'ai voulu poser des questions en ce domaine à Antoine Cauvet, donc de Mulhouse Alsace Agglomération. Bonjour monsieur. Bonjour. Première question, quelles sont les règles d'urbanisme à connaître en matière d'isolation thermique de l'extérieur, hors ravalement? Alors, dans un premier temps, une isolation thermique par l'extérieur, pour reprendre le carcan du Code de l'urbanisme, on est sur une modification de l'aspect extérieur. Qui dit modification de l'aspect extérieur, hormis les cas de ravalement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, nous sommes obligatoirement sur une déclaration préalable, monument historique ou pas d'ailleurs en passant. En suivant ce cas de figure, au niveau des règles, il faut ensuite respecter les règles du plan local d'urbanisme ou du règlement national d'urbanisme pour une commune qui n'est pas pourvue de documents ou d'une carte communale. En partant des règles du règlement national d'urbanisme, elles sont assez simples. Elles sont listées aux articles R116 et R117 du Code de l'urbanisme concernant les distances entre le domaine public et les parcelles privatives avoisinantes. Pour ces deux premiers cas de figure, au niveau du règlement national d'urbanisme, aucune dérogation ou, entre guillemets, astuce ne serait possible par rapport à ce code. On doit vraiment rentrer dans ce cas de figure-là. En revanche, par rapport à un PLU, de la même manière, les articles 6 et 7 ou les nouveaux articles 4, selon les nouvelles réglementations du PLU, doivent être respectés. Néanmoins, à cet effet, le Code de l'urbanisme a prévu aux articles L152.5 et couplés à l'article R152.7 des cas de dérogation. Ces dérogations sont des dérogations de distance, mais attention, par rapport aux règles du PLU. On entend parfois dire on a une règle de dérogation de 30 cm qui est listée par l'article R152.7 du Code de l'urbanisme. C'est bien vraiment par rapport aux règles qui sont listées dans le PLU. Ainsi, ça peut permettre de se rapprocher des limites séparatives, voire parfois en tirant un petit peu sur la règle, de même carrément déborder chez le voisin. Et quid des débordements vers le voisinage? Alors, pour le voisinage, normalement, on n'est pas censé pouvoir construire chez le voisin. C'est une règle de base dans l'urbanisme. Et le juge civil a d'ailleurs en la matière une jurisprudence assez abondante qui conduit assez régulièrement vers la démolition. On avait donc la solution ancestrale qui est éventuellement de redécouper la parcelle, passer par un géomètre, revendre la parcelle, passer devant un notaire. C'est quelque chose de long, de lourd, de complexe qui nécessite l'accord du voisinage. On a la possibilité éventuellement de passer par une servitude d'empiètement ou de surplomb selon le cas de figure. Idem, c'est quelque chose qui peut être un petit peu plus lourd, mais on va dire que c'est une solution intermédiaire qui est la plus efficace et la plus simple en matière de relations de bon voisinage. Néanmoins, la loi climat-résilience du 22 août 2021 a introduit une règle à l'article L113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation et a prévu un mécanisme de règle avec une servitude forcée. Cette servitude forcée peut prévoir un débordement de 35 cm sur la parcelle du voisin, avec un surplomb qui démarre à partir d'une hauteur de 2 mètres. Néanmoins, cette servitude qui peut être forcée, pas forcément bien vécue par le voisinage, suppose également un acte, donc un jugement ou n'importe quel acte qui permette justement d'estimer ceci. Et cette servitude forcée n'est aussi envisageable uniquement dans les cas où aucune autre solution équivalente ne serait possible pour procéder à l'isolation de la construction. On est sur un mécanisme qui est extrêmement complexe, qui peut être rapidement problématique en cas de contentieux et qui, malheureusement, n'est pas du tout la solution la plus amiable possible, peut créer des situations de conflit par la suite. Plus complexe encore est la question du débordement vers le domaine public, n'est-ce pas?
Alors, concernant les règles de protection du domaine public, cette fois-ci, on sort du CCH pour aller sur le Code général de la propriété de la personne publique et rappeler donc les règles absolues en la matière. Aucun débordement d'un privé sur le domaine public n'est possible. Le domaine public est inaliénable, imprescriptible, personne ne peut l'occuper sans titre. Voilà pour rappeler les règles de base du CG3P. Concernant ces règles, aucune règle du Code de l'urbanisme ne permet en réalité un tel débordement, même si on pourrait, on va dire, jouer avec ces règles des articles 152-3 du Code de l'urbanisme. De facto, le fait que l'isolation déborde sur le domaine public ne serait pas possible. Alors, on a, on va dire, une toute petite fenêtre de tir qui est prévue par l'article R431-13 du Code de l'urbanisme, en ce qu'elle peut prévoir des autorisations de surplomb. Néanmoins, ces surplombs ne peuvent être autorisés que pour des bâtiments qui sont déjà des dépendances du domaine public selon la lettre du code. Donc, ce n'est pas vraiment une solution, on va dire, pérenne et qui pourrait s'appliquer à grande échelle. Pour ce cas de figure, au niveau des bâtiments, la solution, entre guillemets, la plus simple est de procéder à une isolation par l'intérieur plutôt que de déborder sur le domaine public. En revanche, cette problématique va justement réduire la surface d'un logement et quand on est sur ce type de situation, on est généralement en centre ancien, sur des logements très vétustes, donc en prime énergivore, et sur des logements qui sont de taille assez réduite. Donc, réduire davantage la taille par une isolation par l'intérieur n'est pas nécessairement la chose la plus souhaitable. Malheureusement, pour ce cas de figure, on va se retrouver face à une certaine complexité. Donc, on va passer généralement par des grosses opérations urbaines, soit de renouvellement d'habitat, de quartiers, ou des démolitions, reconstructions de sites. La problématique, c'est qu'on a une certaine perte de patrimoine par rapport à ces travaux qui pourraient être envisagés, mais l'avantage, c'est qu'un des nouveaux logements et plus adaptés à nos besoins modernes peuvent être reconstruits à cet effet. Un dernier cas de figure, mais qui paraît extrême et qui n'est pas adaptable partout, ça peut être par exemple la levée d'une enquête publique pour la sortie du domaine public de morceaux de voirie, pour ensuite les réintégrer à un domaine privé et permettre cette isolation par l'extérieur. Néanmoins, cette solution présente également énormément de limites, comme je le disais. On est sur des sites qui sont très particuliers, on est quand même sur une enquête publique et on a également en face, quand on est en bordure de domaine public, les notions de sécurité des usagers à respecter et également aussi les problématiques en ville de largeur de trottoir qui doivent être de minimum de 1,40 m, réduite à 1,20 m sur certaines exceptions. En mélangeant toutes ces règles, on s'aperçoit qu'on a énormément de difficultés à isoler par l'extérieur sur centre ancien dès le moment où on est sur une façade qui va se retrouver exposée au domaine public. Donc, hormis vraiment une grosse opération de reprise d'un îlot ou d'un quartier, c'est une opération qui semble malheureusement assez compromise en ce sens-là, pour au moins, à minima, pour une opération privée sur un petit ensemble. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, à la semaine prochaine.